Donc je suis René Bégy et je vais vous parler de la guerre d'Algérie, ce que moi j'ai vécu en Algérie, Maroc et Algérie. Je suis né en Bretagne le 25 juillet 1936. J'ai été élevé à cet endroit-là, mais la guerre aidant, on a dû déménager parce que mon père s'était évadé d'Allemagne. Il avait rejoint la zone libre en France et nous étions, on s'en occupait en Bretagne. Ma mère a pris ses 2 enfants sous les bras et elle a traversé la zone libre pour aller rejoindre mon père à Brignoles, où il avait une activité de chercheur de bauxite pendant le temps de la guerre. Et l'endroit où nous étions, une ville comme Brignoles, qui était une petite sous-préfecture à l'époque d'environ 12 000 habitants, avec l'histoire de la démarcation des 2 zones, nord-sud, les gens qui avaient traversé cette zone se retrouvaient dans les villes du sud. Et Brignoles, 12 000 habitants, est passé en gros à 35 000 habitants grossièrement. Mais par contre, les infrastructures n'ont pas changé parce que les Allemands, quand on envahit en 1943 la zone sud, se sont accaparés de tous les biens pour nourrir l'Allemagne et transporter toutes les marchandises qu'ils pouvaient récupérer en Allemagne, faisaient souffrir dans toute la France. Et nous étions dans une ville de 35 000 habitants avec tout le peu d'infrastructures pour 12 000 à 35 000, c'était une grosse différence. De plus, les Allemands dans le sud occupaient les écoles il n'y avait pas de caserne en Brignoles, hein, donc ils étaient dans les écoles, les lycées, et ils partageaient le bâtiment en 2 pour la population autre. Donc on était réduits, garçons et filles, à aller à l'école 1 heure par jour. Hein, 1 heure par jour, autant dire rien, quoi. Et ça a duré tout le temps de la guerre. À cette période-là, moi j'ai fait une maladie, une typhoïde, en septembre 1945, juste à la fin de la guerre. Et ça m'a traîné 6 mois avant de pouvoir récupérer correctement. Je suis revenu en Bretagne en 1946, en début 1946. On m'a mis dans une école laïque avec des professeurs en retraite qui faisaient plus du gardiennage que de l'instruction. On n'avait rien en fait. Ils nous tabassaient avec des cannes en bambou, histoire de faire passer le temps, quoi. Et voilà, je me suis retrouvé après dans une école libre, où c'était encore pire, parce que là on apprenait chez les jésuites plus l'histoire sainte que l'histoire de France, démunis de tout, quoi. Et on manquait de tout. Et ça a duré au moins jusqu'au début des années 50, au minimum. Et après les années 50, les choses sont améliorées. Disons qu'en 56, que je suis parti militaire, les choses allaient déjà beaucoup, beaucoup mieux. Mais là, une autre période a commencé, donc la guerre d'Algérie. En juin 1956, quelques jours avant mon 20e anniversaire, j'ai été convoqué à la gendarmerie de Quimper pour information sur le futur service militaire. Je me suis rendu et j'ai rencontré un officier supérieur qui m'a demandé si je voulais bien faire mon service militaire en France. Je ne comprenais pas la question, je me demandais à répéter. En fait, étant d'origine italienne, mon père avait fait sa demande de naturalisation en 1937 et moi j'étais déjà né. Et on n'a pas tenu compte de mon accord à ce moment-là. Et à 20 ans, on me posait la question de savoir si je voulais faire mon service militaire en France. Je suis tombé des nues, je me croyais français depuis toujours et je me suis aperçu qu'à ce moment-là, il y avait un problème. Et après réflexion, je ne comprenais pas encore la question, je l'avais fait répéter 2 fois et l'officier supérieur m'a expliqué que j'avais le choix entre ou retourner en Italie, pays que je ne connaissais pas, ou de rester en France et d'accepter de faire mon service militaire. Et il insistait sur le fait que je puisse éventuellement m'en aller. Et je ne comprenais toujours pas, j'ai dit non, moi je suis français, je n'ai rien à voir avec ce pays-là, c'est un pays d'origine, c'est tout. Et il a insisté lourdement, je ne comprenais pas. Et à un moment donné, il m'a bien expliqué que si je faisais mon service militaire en France, j'avais 90% de chances de me retrouver
en Algérie. Alors j'ai compris que mon passeport pour être français, c'était d'accepter d'aller éventuellement en Algérie. Il a accepté mon accord, mais il était un peu mécontent, en me disant « on vous tend des perches et vous ne savez pas les saisir ». Je n'ai pas bien compris, mais j'ai accepté bien sûr, et je suis rentré chez moi un peu dépité parce que je ne comprenais pas. Parce que, en fait, d'autres que moi, d'origine italienne, dont les parents ne se sont jamais fait français, on leur a jamais posé la question et leurs enfants sont venus faire leur service militaire et se sont aussi retrouvés en Algérie. Mais à eux, on n'a pas posé la question. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Environ 2 mois plus tard, vers le mois de septembre, début septembre, j'ai fait mes 3 jours à Guingamp pour information militaire, visite médicale et niveau des études. Et dans le train qui m'amenait là-bas, j'ai rencontré un garçon j'avais surnommé le batteur, un garçon qui tapait sur sa valise, et que je rencontre à Guingamp. Et ce garçon-là, il est né le même jour que moi, et de la même année, bien sûr. Et c'est Marcel Olivier, mon copain de toujours, où nous avons fait toute notre période militaire ensemble. Il était de Spézet, au régiment de Carré, et on s'est connus là pour la première fois et on s'est retrouvés beaucoup plus tard. Après ça, j'ai été incorporé vers le 8 novembre 1956 au Mans. Donc parti au Mans, de nuit arrivé à 5 heures du matin, embarqué dans des camions militaires bâchés, enfermés. On ne comprenait pas trop, mais enfin, c'était les services armés. Hein. Ils nous emmenaient dans la caserne du Mans, où là on a recommencé visite médicale, tout le Saint-Faustin pour rentrer dans l'armée. Et le soir, on nous a donné donc une musette avec une nourriture, des rations. On nous a encore embarqués dans un train, direction, on ne savait pas où, mais on s'est réveillé à Bordeaux. Et à Bordeaux, mais pas dans la gare, hein, Saint-Jean, pas dans la gare de Saint-Jean-Bordeaux, que je connaissais déjà d'ailleurs. Et on était au bout de voies de chemin de fer au fond des travées, où là nous attendaient encore des véhicules militaires bâchés. On nous a embarqués, un peu cachés, hein, mais il était très tôt le matin, c'était vers 5 heures du matin. Et on nous a emmenés dans un terrain d'aviation, embarqués dans des cabanes d'attente de l'armée, de la guerre dernière, où on a passé 3 jours et 3 nuits, en se levant tous les jours à 5 heures du matin, monter dans les camions, faire tourner les moteurs pendant 5 minutes, arrêter les moteurs et redescendre pour la journée. On était dans des baraques de bois, hein, avec des lits picots, mal passés. On passait notre temps à ne rien faire, à attendre, on ne savait pas quoi. Et alors évidemment, les gens se sont un peu habitués au bout d'un moment, un peu déchaînés. Certains ont trouvé le moyen d'avoir de l'alcool. Et je me souviens d'un petit Alsacien qui parlait difficilement d'ailleurs le français, parce que alsacien réellement, il parlait vraiment la langue allemande. Il avait du mal d'ailleurs à comprendre le français, et auquel on a fait boire un peu d'alcool. C'était du calvados, et le calva solide des campagnards normands. Le gars, il a vidé un verre sec, parce qu'on est un peu obligé à le faire, et il est tombé raide. Il s'est évanoui complètement, il a été transporté dans une infirmerie, et on l'a revu le lendemain, complètement KO, quoi. Ça, c'était une anecdote, entre autres. Mais on y a passé 3 jours, quand même. En fait, au Mans, on m'avait redonné un document en disant j'étais dans un régiment d'Afrique au 64RA AFN. Et honnêtement, à cette époque-là, AFN, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Afrique, française, du Nord peut-être, on ne savait pas. Et donc à Bordeaux, il y avait plusieurs garçons qui partaient dans des directions différentes. Il y avait de l'artillerie, il y avait de l'infanterie, il y avait de la marine, il y avait un peu toutes sortes de gens, et dans ces baraquements de Bordeaux. Et le matin, quand on a pris l'avion, ils ont complété un avion, il restait 7 places à bord. Et ils ont pris les 7 premiers suivants, par ordre alphabétique, un dénommé Alexandre, BJ, et l'autre Bernard derrière moi, et puis
4 autres, dont je ne me souviens plus les noms. On nous a mis dans un avion en complément pour le transport. Donc on est parti de Bordeaux, de Mérignac, vers 7h du matin, et on a atterri dans la matinée, dans un pays dont la terre était toute rouge, et on ne savait pas où on atterrissait. L'avion ayant atterri n'a pas été près des hangars d'aéroport, mais il était tout à fait au bout de piste. Et là, pareil, des camions militaires nous attendaient, et on a été embarqués. Alors nous, les 7 premiers, parce qu'on était d'un autre régiment, on nous avait embarqués les premiers dans le camion. On s'est retrouvés donc contre les bâches et la cabine. Et là, à travers des ridelles et des bâches, on a entendu le spectacle. Et au bout d'un moment, j'ai vu sur le bord de la route un type en bicyclette, avec un turban sur la tête et un grand pantalon bouffant. Et on avait compris qu'on était dans l'Afrique du Nord. Et après, à un moment, sur la route, on est arrivé à une pancarte qui marquait Casablanca. On était à Casablanca, on ne savait pas. Arrivé sur la gare à Casablanca, on nous a fait descendre les 7. On nous a donné un document, un officier, en disant voilà, vous prenez la direction de ce train-là vers midi, et vous arriverez vers 15h en gros à Meknès, et vous descendez à Meknès. On vous attend là-bas. Quand on est arrivé au Maroc, l'ambiance, elle était de la découverte. On ne savait pas où on était, et on savait qu'au Maroc, ça chauffait dur, parce que c'était la demande des Marocains de devenir indépendants. Le Maroc était un protectorat français, et les Marocains voulaient l'indépendance. Et moi, une semaine avant, à Quimper aux actualités, on voyait des émeutes à Meknès. Et là, ça chauffait dur. Enfin, on a pris le train pour direction de Meknès tous les 7. Arrivé à Meknès, sous une pluie battante, au mois de novembre, une gare vide, complètement vide, et 7 gamins avec une petite valise à la main descendaient sur le quai de la gare, sous un auvent. Et en même temps que nous est descendu un sous-officier de l'infanterie, qui, ayant vu les 7 personnes avec une petite valise à la main, tout de suite compris qui on était. Il nous a demandé, mais qui vous attendez là? On ne sait pas, monsieur, on a un document, 64 RA. Ah d'accord. Vous attendez, vous êtes seul, la personne dans la gare, je m'en occupe. Il est rentré dans un bureau, complètement vide les bureaux. Il a pris un téléphone à manivelle, il a fait sa demande et puis il a appelé le 64 RA. Et là, il s'est mis à hurler au téléphone en disant « Comment ça se fait que vous avez des gens qui vous attendent sur le quai de la gare et il n'y a personne pour les recevoir ?» Et puis après discussion, il a raccroché, il est ressorti en nous disant « Attendez un peu ici, dans 10 minutes, un quart d'heure, vous aurez quelqu'un qui vient me chercher. » Il est parti, sous la pluie battante. Et on était un peu intrigués quand même parce qu'il faisait froid, il pleuvait, l'ambiance Meknès ne nous plaisait pas beaucoup, on savait que ça chauffait. Au bout d'un moment, arrive un 4x4 militaire qui se tourne dans la cour de la gare, et puis un micro. « Vous êtes bien ceux du 64 RA ?» « Mais oui, monsieur, c'est nous, on ne sait pas, on attend. » Bon alors, le véhicule revient en marche arrière, il y avait un FM en batterie sur l'arrière, avec 2 hommes qui s'en occupaient, un chauffeur et un chef de convoi, qui nous dit « 3 d'entre vous montent à bord, les 3 premiers par ordre alphabétique. » Donc je fais partie des 3, et je suis monté dans le 4x4, et il dit « Les autres, vous attendez un petit peu, on vient vous chercher. » Et on est parti dans le 4x4 en direction du quartier clair à Meknès. On est passé sous les sirènes dans les carrefours de Meknès pour arriver au quartier clair où, à chaque fois qu'on passait un croisement, il y avait simplement un FM qui nous prenait en ligne de mire au cas où il se passerait quelque chose. Donc on sentait que la ville était complètement bloquée par l'armée et que c'était dangereux quand même tout ça. Arrivant au quartier clair, il y avait des herses partout, devant la porte de l'entrée. On a dégagé les herses et on est rentré avec le 4x4 dans le quartier clair à Meknès. On est descendu donc tous les 3 premiers, on était sous le porche
de l'entrée, on a attendu un petit moment et ils sont partis chercher les 4 autres. Quand les 4 autres sont arrivés, un adjudant, enfin un homme d'un certain âge, avec un petit galon, nous a demandé de rentrer dans une pièce et là, on s'est retrouvé devant le chef de corps qui nous demandait en arrivant, les derniers arrivés. Alors, qu'est-ce qu'on pense de nous en France? Question difficile pour 7 jeunes appelés qui arrivaient, on ne pensait pas de quoi on parlait. Qu'est-ce qu'on pense de nous en France? Bon, on ne savait rien, nous. Absolument rien, quand même. Alors, à votre avis, parce que moi, je suis le chef, il nous a expliqué qu'il était le chef le commandant de la place de Meknès. Et il avait, au travers de la lettre, nous montré qu'il y avait des canons 105 HMB orientés vers la médina de Meknès, en disant, voilà, ils sont des milliers dans cette médina-là. Est-ce qu'à votre avis, puisque je n'ai pas d'ordre de personne, j'ai beau appeler mes supérieurs et mon gouvernement, personne ne me répond. Et en fait, j'ai libre cours. Qu'est-ce que je dois faire? Les massacrer ou les laisser vivants? Vous posez la question à un gamin de 20 ans, qui peut vous répondre? Mais non, monsieur, ne faites pas ça. Monsieur, parce qu'on ne sait pas que c'est un colonel, on ne connaissait pas les galons. Et il nous a offert un jus de fruits. On avait des petites bouteilles de pchit à l'époque. C'était mandarine ou citron. On a bu ça, donc, par le froid qui faisait à Meknès sous la pluie. C'était peut-être pas bienvenu, on aurait préféré un café, mais il n'y avait pas. Et au bout d'un moment, il y a eu une alerte. Et là, il y a eu un peu de panique. Ça a sonné un peu partout. On nous a remis dehors. Le colonel est parti de son côté. Et à ce moment-là, cette personne, les gens qui nous avaient vus, nous a demandé si on avait déjà été au champ de tir, tirer des pipes, casser des pipes au champ de foire à la carabine. Bien sûr, tout le monde avait fait ça, parce que les fêtes foraines, il y en avait partout, et tout le monde avait tiré à la carabine au moins une fois. Et là, il nous a mis un poste de tir, il nous a fait donner une carabine, voir comment on pouvait la charger, la décharger, et tirer sur une cible. Bon, tout le monde a réussi le coup, c'était bien marché. Et aussitôt, on nous a distribué un casque lourd, on nous a demandé de déposer nos valises là, un casque lourd sur la tête, on est remonté dans un autre 4x4 qui est parti. On avait tous une carabine USM1 dans la main. Et 2 par 2, on nous a déposés au pied d'une maison, près du mur de la Médina. On habitait sur le toit d'une terrasse de maison. On ne savait pas qui y avait en dessous, qui vivait là. Et dessous, il y avait une guitoune sur le toit de la terrasse, une guitoune, donc une petite toile, avec un FM. Et dans le mur de la Médina, il y avait un mur effondré, un grand V. Et les gens étaient là en direction de ce mur. Et ils nous ont dit, si quelqu'un passe par là, il faut tirer. Nous étions en civil, un casque lourd sur la tête, et on prenait position avec eux, 2 qui étaient déjà en place, et 2 autres qui arrivaient. On ne savait pas quoi faire. Et pendant 2 nuits, 3 nuits et 2 jours, on est resté sur ce toit de maison-là, avec une autre guitoune à côté, on dormait à tour de rôle. Et pendant 3 jours, on allait aux toilettes au rez-de-chaussée, mais pas dans la maison, à côté. On faisait une toilette succincte, toujours en civil. On avait pantalon, une petite veste, et moi j'avais également un col roulé noir, c'était pas grand-chose, et une grosse couverture. Voilà. Pendant 2 jours, on est passé là-dessus, et au bout du 3e matin, le 3e soir, c'est ça, ou le 2e soir, ils nous ont embarqués, on est retourné à la caserne, on a dormi à la caserne du quartier clair, et le lendemain matin, on nous a embarqués direction de l'école de formation des interarmes des El Ajeb. El Ajeb, c'est un petit village qui se trouve au nord de Meknès, dans le Moyen Atlas. On a fait le parcours, 30 km à peu près, et quand on est arrivé, en descendant du véhicule, il y avait un sergent-chef qui nous a traités de déserteurs. Nous étions des déserteurs. Aux grandes dames, on ne comprenait rien du tout parce qu'on était franchement loin du sujet. Et le chef de convoi
avait des documents qu'il a remis au chef en disant « Mais non, monsieur, c'est pas des déserteurs, ils ont été en soutien à Meknès. » Et en voyant les documents, le chef, qui était un monstre de bêtises et inhumain, nous a laissé partir et rentrer dans nos chambrées, quoi. Aussitôt, le jour même, dans l'après-midi, on a eu le droit aux piqûres traditionnelles de l'arrivée dans les armées, parce qu'on était arrivés les derniers. Les autres étaient arrivés après nous dans un autre avion, étaient rentrés directement à El Ajeb, et nous on a fait un petit détour par Meknès. Et on y a passé 3 jours. Le seul avantage qu'on a tiré de l'opération, c'est que à ce moment-là, on était considérés comme des combattants. Et on avait droit à une prime. Et quand on a touché notre premier salaire, on nous a dit, vous les 7, là vous vous mettez de côté, on avait droit à 12 francs par jour. C'était des francs, hein, ça représente la valeur de 2 € aujourd'hui, par mois, 12 francs. 6 paquets de troupes, qui correspondaient à peu près 4 cigarettes par jour par homme, qui les prenaient, qui ne les prenaient pas. En général, tout le monde les prenait, ils les revendait après entre eux. Et nous, on est passé, les 7 derniers, après les autres. On a touché notre prime, non, notre salaire de 12 francs, et une prime de 12 000 francs, qui m'ont été versés pendant 26 mois, comme étant ancien combattant. Seulement, sur mon livret militaire, il n'est nulle part fait mention de ce séjour sur le toit de Meknès, où il ne s'est rien passé, entre autres, que d'y avoir passé de nuit, quoi. Donc, 26 mois à 12 000 francs, et 12 000 francs à l'époque, c'était une valeur quand même importante, parce qu'un ouvrier devait gagner dans les 30 000 francs par mois. Donc en gros, 10 francs par jour, et nous avions nourri, logé, une prime de 12 000, pour 2 jours passés sur un toit. Donc on était largement bien payés, quoi. Donc là, a commencé la période des classes militaires. Les classes, ça veut dire de savoir s'habiller, de savoir marcher au pas, de porter des armes, savoir ce que c'était qu'une arme, et après un peu d'artillerie. Mais pour d'abord, c'est la formation de l'homme sur le terrain. Marcher au pas, c'était important, tout le monde n'était pas capable, et il y en a qui ont mis du temps à s'adapter. Ils nous apprenaient à monter la garde. Évidemment, monter la garde, après avoir fait des journées un peu pénibles, c'était difficile. On était dans un camp, enfin fermé quand même, hein. Le camp était fermé, donc avec des gardes extérieures. Et c'était un camp qui devait faire, je sais pas moi, une dizaine d'hectares à peu près, hein. On risquait rien. Mais à l'intérieur de ce camp-là, chacun avait ses véhicules. Les artilleurs avaient des véhicules, le train en avait d'autres, les muletiers avaient des mules. Et il fallait monter les gardes partout pour maintenir un certain ordre, disons, ou une habitude à monter la garde. Alors, certains, fatigue, boum, s'endormaient facilement, quoi. Et notre fameux chef, qui se prenait pour le grand dirigeant de notre école, passait, là, une seule fois seulement, il ne répétait pas 2 fois, une nuit, à circuler entre les gars qui montaient la garde, pour voir qui dormait, qui ne dormait pas. Et on avait automatiquement un signal qui était qui va là, halte là, et on devait tirer. Alors tout le monde se faisait prendre au jeu, quoi, hein. Le chef arrivait devant le bonhomme en disant « Alors mon gars, t'as oublié de tirer ?» Parce que on avait 20 ans, on savait pas ce que c'était. Il dit, si j'avais été un félagate, tu m'aurais tiré dessus ou pas? Ben oui, on apprenait, on savait pas ce qu'il fallait faire, quoi. Et le lendemain, dans la cour du camp, et les autres disaient, que le chef vienne me voir, parce qu'il dit, moi je ne louperai pas. Seulement le chef était plus mal que les autres, il ne revenait plus jamais. Il ne faisait ça qu'une fois par session. C'est arrivé une fois, mais personne n'a jamais tiré. Parce que personne ne savait. Voilà. Mais c'était pour nous apprendre que quand on faisait des sommations, il fallait les respecter. Halte là, qui va là, halte où je fais feu, c'était les mots classiques qu'il fallait savoir par cœur. Et agir en conséquence. Donc l'histoire de Noël,
il fallait monter la garde, bien sûr. Donc, j'avais 2 mois, même pas 2 mois, un mois de militaire, on montait la garde. Évidemment, le soir de Noël, il n'était pas question de mettre des anciens. Hein. Les derniers arrivés, les bleus, j'étais à la garde. Et le montant de garde, on montait 2 heures de garde de la nuit, 2 fois 2 heures. Donc si tu prenais 2, 4, 6, si tu prenais la garde à 6 heures le soir jusqu'à 8 heures, tu ne la reprenais qu'à 2 heures du matin jusqu'à 4 heures. Donc moi, j'étais tombé dans de ce moment-là, et il m'avait mis de garde aux cuisines. C'est-à-dire qu'il y avait un mur d'enceinte, avec une porte, qui donnait à l'extérieur du camp, et il fallait monter la garde au coin de la cuisine. Dans la neige, avec un garant que je savais à peine utiliser, l'arme sur l'épaule, et monter la garde. 2 heures, les pieds dans la neige, le soir de Noël, tu gamberges quand c'est Noël aujourd'hui, j'ai les pieds dans la neige, et chez moi comment ils sont, et ben, une histoire comme ça. Et à un moment donné, j'entends un bruit énorme, la porte qui est contre le mur, qui est volée en éclats, en se tapant. C'était un chien, qu'on appelait la bulle, évidemment, qui avait ses habitudes, passait par là, quoi. Et pour ouvrir la porte, il avait bondi sur la porte, et depuis en avant, et il claquait la porte comme ça, elle tournait, elle tapait contre le mur. Une porte qui fait 2 mètres de haut par 1 mètre de large, frappant sur un mur en ciment, ça résonne un peu, hein, dans un angle, quoi. Donc j'ai eu la trouille de ma vie, parce que je me croyais, je sais pas quoi, j'ai pas compris ce qui arrivait, simplement parce qu'un chien avait pris l'envie de passer la porte. C'est quand on est arrivé en Algérie, un lieutenant, je ne sais plus comment il s'appelait, son nom m'échappe, mais il était maudit fou, c'était là. C'est qu'il avait fait un tir de barrage pour se protéger. Alors, le radar, c'était pas le radar, on ne les a pas encore, ils étaient encore dans les caisses, nos radars. On avait des artilleurs, on était regroupés dans un terrain plat, et on avait monté une espèce de couronne autour du camp, qui étaient des fils de fer avec des boîtes de conserve dessus, de façon que quand ça brinque-ballait, les fils de fer barbelés sont montés en grand cercle comme ça. Donc on les déployait, ça faisait une zone de tampon. Oui, et sur lesquels on accrochait des boîtes de conserve, parce que là, la nuit, les sentinelles pouvaient les entendre comme des cloches, quoi. Et à l'intérieur, pour se protéger, le lieutenant qui s'appelait, avait un mortier, et il avait fait tirer, donc, en arrivant, pour une zone, en disant, bon, il faut tirer à 100 mètres, alors 100 mètres devant, bon, il estimait que c'était pas mal, mais ça pouvait se raccourcir un peu, si bien qu'à un moment donné, il avait le tube, il était à la verticale du mortier, quoi. Ça veut dire simplement que l'obus pouvait partir à la verticale, se retourner et redescendre au même endroit. Donc ceux qui tiraient leur prenaient systématiquement sur la figure, tu vois. Et le tireur au mortier a dit non, mon lieutenant, je ne peux pas faire ça, on va tous mourir. Mais il était persuadé d'avoir raison, hein, parce qu'il disait que lui, quand l'obus partait en hauteur, il y avait certainement un coup de vent quelque part qui ramenait plus loin, là. Oui, mais ça va dans les deux sens. S'il va dans un sens, le vent, il peut aussi aller dans l'autre. Donc on peut le reprendre sur la poire. Ah, il n'avait pas pensé à ça. Tu vois un peu le genre de... Bon. Quand on était à Megnet, et qu'on faisait du sport, donc on arrivait on se levait à 5h30, 6h les drapeaux, 7h en gros, on était sur le terrain de sport. Et là, terrain de sport, bon, jusqu'à 11h on faisait du sport. Et il y avait un type qui tournait autour depuis le matin quand on arrivait, donc il devait être là de 6h du matin, à midi il tournait toujours. Il tournait, il s'est arrêté jamais. C'était Alain Mimoun. Il a gagné le marathon en Australie, là, de 42 km. Bon, il était adjudant, je crois, à l'époque, de l'armée française. Ben, c'est pas vrai, ça, là. J'ai vu courir 5 heures d'affilée sans s'arrêter une seule fois, sans boire une goutte d'eau. Mais avec un air toujours, la tête penchée de côté, puis il court un peu, l'air fatigué, toujours. Et pourtant, il arrivait au bout. Hein. Je ne sais pas comment il faisait, cet homme-là. Oui, alors comment on avait des sous? Nous, on avait
on avait un peu d'argent, quoi. Donc le samedi soir, on avait, le samedi après-midi, le samedi c'était une journée repos. Donc c'est le seul moment où on pouvait être tranquille. On avait le droit de sortir, mais juste hors du camp, hein. Et donc là, il n'y avait que des militaires, que de toutes les armes, quoi. Comme c'était une école inter-armes, tout le monde était là et on mangeait au restaurant. Donc c'est la fête, on allait manger au restaurant. Au restaurant, il y avait donc steak frites, c'était évident, quoi. Et comme hors d'œuvre, il y avait comme un serveur qui était un musulman, qui venait faire des propositions. Alors, qu'est-ce que tu veux comme hors d'œuvre? Quiche Lorraine ou vol-au-vent? Bon, une quiche Lorraine, quoi. D'accord. Quiche Lorraine. D'accord, manger quiche Lorraine. La semaine suivante ou la semaine d'après, quand on revenait. Alors, c'est ça quoi? Quiche Lorraine ou vol-au-vent? On lui réfléchit, la dernière fois que j'ai mangé une quiche Lorraine, je dis, un vol-au-vent, elle va pour un vol-au-vent. Il revient avec un même produit. Je dis non, j'ai demandé un vol-au-vent. Elle dit, mais c'est pareil. T'as choisi le nom, mais le produit il est toujours le même. Mais... En fait, ils avaient un produit, mais ils avaient le choix du nom. Et au bout de 2 mois, les classes finies, certains étaient sélectionnés pour aller faire le peloton et continuer des études. Alors, sachez qu'à ce moment-là, en France, on passait le baccalauréat, les gens qui passaient le baccalauréat étaient 5% de la population. Ils ne pouvaient pas passer le baccalauréat à l'époque, autant dire peu, hein. Mais c'était l'après-guerre, c'était compliqué, il fallait remettre le pays debout. Donc tout ça a fait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient illettrés. Alors ceux qui savaient un peu plus, moi avec un brevet élémentaire, j'avais sous ma coupe une personne dont je devais écouter, lire son courrier, lui apprendre à écrire, à répondre à sa famille, parce qu'ils avaient quitté ces gens-là l'école à 12, 13 ans, et jamais n'avaient repris un porte-plume depuis, quoi. Voilà la situation de l'époque. C'était un peu ça. Et après cette période de peloton, au 2e peloton, on avait un choix. Ou de continuer au 2e peloton pour devenir sous-officier, ou de faire un stage dans les radars. Et ça m'a plu tout de suite. Une sélection, 8 ont été pris, et 8 autres dans la classe précédente. Nous étions 16. On a été envoyé à Meknès à partir du mois d'avril 57, oui c'est ça, jusqu'en septembre 57. Et pendant 6 mois, on a été formés en tant qu'opérateur radar et mis en action des matériels. Et suite à quoi, après ce temps passé à Meknès, on a été envoyé à Châlons-sur-Marne pour démonstration et former un régiment, le 59e régiment d'artillerie, au radar et renvoyé en Algérie sur la côte de la ligne Maurice, au sud de Tébessa. Donc ça a pris un certain temps, 15 jours en gros, et pendant lequel on a fait à Chalon-sur-Marne une école de tir, où on a fait une démonstration de nos radars, qu'on vient de recevoir donc à Chalon, pour montrer aux artilleurs ce que valait le radar qui était laissé des doutes aux artilleurs d'avoir une capacité autre que celle à laquelle elle était soi-disant destinée. Et en fait, le radar s'est trouvé très efficace, et en Algérie, il en a fait beaucoup de bon travail. Et la preuve s'ensuit, c'est qu'on a eu pas mal de résultats avec ça. J'étais en école de tir de Étanges-Grande. Étanges-Grande, c'est une caserne militaire qui se trouve un peu au nord de Thionville. On avait fait donc une école à feu pour expliquer comment fonctionnaient les radars. Et c'était un petit village un peu perdu. Et nous, on ne connaissait pas la vie du casernement en France. On était habitué à l'Algérie, au Maroc, où les choses étaient différentes. On était en contact direct avec des sous-officiers, sous-officiers. Il n'y avait pas de règlement précis de tenue à avoir, quoi. Et un soir, on est sorti faire un tour à l'extérieur du village, dans le village, ouais, à l'extérieur de la caserne. Et on est retourné dans un café dont le propriétaire avait un fils qui venait de partir en Algérie, quoi. Et gentiment, il nous a fait boire de la bière. Et après chaque bière, il buvait
un petit verre de gnôle de leur pays, je sais pas ce que c'était, kirsch ou un chose comme ça, du même genre, quoi. Une bière, un petit verre de kirsch, une bière, un petit verre de kirsch. Si bien qu'à 9 h le soir, on était tous un peu brin-de-ballant, on n'y comprenait rien, on n'avait pas l'habitude de boire, on ne buvait pas d'alcool, très peu, et on est rentré au poste, mais après 9 h le soir. Et on ne savait pas, nous, qu'après 9 h le soir, en caserne, il fallait que tout le monde se couche, quoi. Et nous, on arrivait tranquillement au poste de garde. Alors là, le chef de poste est sorti, il les a tous arrêtés. Les 8, il a dit, bon, chut, en prison. Quoi? On nous a mis en tôle. Ça n'a pas duré longtemps, une demi-heure après, notre officier est venu nous chercher, en nous engueulant. Mais en fait, on lui a expliqué, il dit, mais nous, le casernement en France, on ne sait pas ce que ça veut dire. Les adjudants-chefs, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et en fait, on nous a appris que les adjudants-chefs, on les appelait les chiens de quartier. C'est ceux qui mordaient partout où il y avait une possibilité de mordre, quoi. La tenue était correcte. Mais pas en Afrique du Nord. En Algérie, c'était la guerre, c'était pas la même chose. Et les officiers avaient tout à fait un autre comportement vis-à-vis des hommes, quoi. Voilà comment notre séjour en prison, qui a duré au maximum 1 heure, hein. On s'est fait engueuler d'ailleurs. Il dit, enfin, quand même, vous saviez pas? Ben non, on sait pas. On n'a jamais été à l'école militaire en France. Voilà comment notre séjour en tôle. Justement, la différence entre les chats de quartier en France et les adjudants. Et en opération, il y en avait un qui avait dit à un jeune qui arrivait de France, un jeune, comment dire, adjudant, qui se sentait un peu trop autoritaire. Il avait dit, attention, faites attention, mais il ne s'était jamais montré, hein. Faites attention, parce que des balles perdues, il n'y en a pas que pour les autres, hein. Et ça tombé dans les oreilles de... Effectivement, le comportement de ces sous-officiers-là en casernement était dur, mais en opération, ils avaient tous ramolli. Il fallait se conformer à la troupe, et non plus d'avoir les exigences ridicules, d'ailleurs, hein, qui sont ridicules dans les casernements. Pour pouvoir être radariste, il fallait au minimum le grade de brigadier. Et quand on a fait ce régiment à Chalon-sur-Marne de 50, la batterie de radar, il y avait 120 bonhommes ou 125 dans la batterie, et sur les 125, on était 100 gradés. Restait 25 hommes de troupe. Parce que pour être radariste, il fallait déjà avoir le minimum ce bagage-là. Donc c'était un peu plus compliqué. Bon, ça, c'est une anecdote. Et on a débarqué donc en Algérie sur un bateau qui s'appelait le Ville de Tunis. On a rejoint Beaune, qui est à Habana aujourd'hui, dans l'est algérien, le long de la frontière tunisienne, sur la ligne Maurice, qui était une ligne qui est en train de s'électrifier. Quand on est arrivé là-bas, ils la mettaient en place. Et nous nous sommes descendus donc jusqu'au sud de Tébessa, environ 80 km, entre Biré d'Ater et Tébessa. On a installé nos radars là sur la ligne électrifiée. On a construit un camp militaire, mais de béton, hein, pour mettre nos radars en place et les protéger, parce que c'était quand même des matériels qui avaient une valeur importante. Et là, on a pris position le long de cette frontière qui avait un vide entre la Tunisie et l'Algérie de 5 km. Donc une bande qui descendait sur toute la longueur de la frontière de 5 km, qui était interdit. Donc personne ne devait s'y trouver. Et quelquefois, bon, les musulmans, ne le sachant pas, se retrouvaient dans cette zone-là qui était systématiquement repérée. Le radar repérait tout le monde, hein. Et les troupeaux de moutons aussi, on raflait tout ça en les ramenant sur l'Algérie. Voilà comment s'est implanté ce fameux radar le long de la frontière. Et ce radar-là, il a fait beaucoup de travail, énormément de travail. Donc nous avons été divisés partiellement 2 par 2 sur le long de la frontière, donc on était 16, hein, ça fait donc un bon kilométrage de protection, et nous étions les spécialistes des radars. Et on a dû former sur place des gens qui étaient arrivés avec nous de 59e ERA, donc à Chalon-sur-Marne, pour former des radaristes sur place, jusqu'à la fin de notre temps militaire.
les armes, on avait chacun, on avait un peu le choix des armes. Moi, j'avais comme un fusil, le Garand, qui était un fusil qui faisait 4,5 kg, je crois, je sais plus trop, qui avait un chargeur en bas, et qui était une automatique américaine. Qui faisait assez lourd comme produit, parce qu'il était là dans la main. Par contre, il avait une précision extraordinaire. Et j'avais choisi ce fusil-là, parce que je me trouvais que ça m'allait bien. Le pistolet mitrailleur, j'en ai aussi, j'ai moins aimé. Le PA, bon, c'est un PA, on en avait, le porté, mais ça m'intéressait pas trop, mais le Garand, j'aimais bien. Et la carabine USM1. Mais la carabine USM1, c'est un petit peu trop léger, c'était petit. Et le Garand, par contre, il avait une portée de 400 mètres, je crois. Il était efficace à, non, 2000 mètres, hein. Portée à 2000 mètres, il avait une efficacité à 400 mètres, invraisemblable. Moi, j'ai dégommé des oiseaux, une tête d'oiseau à 200 mètres sur un piquet, hein. C'était une arme de précision extrême, quoi. Et la nuit, on avait une chaîne, et on accrochait notre arme à la chaîne, et on se détachait au poignet. Et on passait la nuit enchaîné à notre arme. Pour le cas où il y a une intrusion quelque part, et que quelqu'un puisse saisir de l'arme, donc tout le monde était prié d'avoir ce machin. Donc on avait des crochets, qu'on s'entortille autour des bras, puis on mettait le mousqueton à côté, et il était relié à l'arme qui était à notre portée. Donc tu tirais sur la chaîne, tu avais ton arme au bout. Et l'arme était chargée, hein, la balle n'était pas engagée, mais le chargeur était en place, quoi. Donc ça c'était tous les soirs, hein, c'était pas, c'est une habitude en fait, tu dors avec, tu fais plus attention, quoi. Alors, la formation radariste, les documents, vous les avez là, hein, je vous les laisse si vous les voulez. C'était une formation, on était par groupe de 8, on était 2 groupes de 8, avec un officier qui était polytechnicien, et lieutenant, il avait 34 ans, il avait dû prendre une décision assez tardive pour entrer dans l'armée, et on a dû apprendre donc tous les circuits, qui étaient des circuits intégrés, c'était plus les lampes, des ampoules d'autrefois, mais c'était des circuits intégrés, hein, qui étaient la modernité de l'époque. Et on a dû apprendre tout ça pour être capable de mettre en place un radar et le faire fonctionner, quoi. On a eu une formation un peu trop poussée peut-être pour ce qu'on en a fait, mais au tout départ c'était vraiment une formation assez poussée. À l'extrême pourquoi elle a eu des amis qui sont par la suite devenus aiguilleurs du ciel dans le civil, quoi. Donc la formation était importante et on était pendant 6 mois, jour et nuit, sur les radars. On a fait que du radar. Donc on a passé nos concours. Moi j'étais reçu avec Roger, Marcel, Olivier, mon ami, était premier. Roger et moi, on était en second. Et après les autres ont suivi derrière. Chacun avait une place comme ça. Donc avec des moyennes intéressantes pour l'époque. 12,90, c'était quand même pas mal pour la formation des radars. Et voilà comment on est arrivé à ce niveau-là, quoi. Je pense que ceux qui sont arrivés après nous n'ont pas eu la même formation. On leur a juste appris la manipulation des radars parce qu'ils n'allaient pas en batterie. Ils s'étaient restés du matériel qui était fixe. Chacun avait sa position, tandis que nous, on a tout appris, la mise en place, tous les détails de la formation complète du radar, quoi. On avait non seulement l'application, mais il fallait également apprendre à transformer les échos de nos radars en images virtuelles, quoi. Et ça, c'était un peu plus compliqué. Alors, donc on avait une trentaine de radars qui étaient distantes d'environ 50 mètres d'un poste de contrôle, qui était un scope, hein, lumineux, et sur lequel on voyait le tracé du radar qui partait en surveillance sur une zone donnée et se déplaçait de 180 degrés, je crois à peu près, hein, sur l'ensemble de la frontière. Et quand un objet volant, quel qu'il soit, passait dans l'écran du radar, le radar se mettait systématiquement en automatique et prenait un objectif, ce point qui s'était déclenché dans l'espace, et le suivait dans la direction que prenait cet objet-là. Et ça nous donnait un tracé sur le scope
qui nous permettait d'avoir une courbe qu'on appelle la balistique. Hein. Donc on permettait l'arrivée et l'origine. Et avec ça, on était capable donc de savoir, à tracer, d'où était parti l'engin et où est-ce qu'il arrivait. Cette courbe-là, elle avait encore un autre appui, c'était le couineur. À côté de ça, on avait un appareil qui nous donnait des bruits. Les bruits, c'était important parce que on était capable de savoir s'il s'agissait de moteurs de véhicules rapides ou lents, donc un avion ou éventuellement un véhicule sur une route. Des échos nous revenant qui étaient l'acoustique, qu'on pouvait avoir la répétition des mouvements en bruit. Ça donnait un écho plus ou moins rapide qui nous permettait de comprendre à qui est-ce qu'on avait affaire. Et quand les hommes de troupe se trouvaient sur une image, le scope, le couiner était rempli d'échos, et c'est là qu'il fallait savoir interpréter, définir ce qu'était l'objet qui était en ligne de mire. Et avec les cartes, on arrivait à retrouver le passage, la position des gens, quoi. Et en ayant cette position-là, on pouvait donner à l'artillerie les coordonnées exactes du point à éliminer sur le terrain. Ça, c'était réparti sur l'ensemble de la frontière, mais avec plus ou moins de facilité. Nos radars avaient des portées d'environ 20-22 km, et tout était détecté dans ce cadre-là. On a essayé d'autres radars qui étaient les Cotal français de l'aviation, qui eux avaient des portées de 400 km, donc avec des détails beaucoup plus flous et moins précis que nos petits radars répartis tous les 20 km. Donc on avait un radar sur 20 km sur le côté gauche et un radar sur le côté droit sur 20 km. Donc on couvrait un territoire de 40 km de long avec nos radars. Et ça réperté 8 fois sur la frontière. 88, 32, 300 km, c'était vite fait. Et plus bas, il y avait la marine française qui avait des radars à eux, et c'était des marins qui contrôlaient le côté désertique de l'Algérie. Nous, on était déjà à l'entrée du désert, mais les gens qui étaient du côté de Soukaras, Beaune, avaient plus de difficultés parce que le terrain était beaucoup plus accidenté que chez nous. Donc c'était plus complexe pour eux de trouver le passage des gens. Parce que la ligne Maurice était fréquentée en général par les felagas à partir de la fin de journée. Vers 5 heures d'après-midi, ils se mettaient en route pour traverser les barbelés. Ces barbelés étaient électrifiés à presque 5000 volts. Et ils devaient faire un trou dans le passage et se répartir en Algérie avant le lever du jour, parce que dans la journée, ils étaient repérés. Donc ils passaient à la tombée de la nuit, à la tombée du jour, je veux dire, et toute la nuit, ils étaient devant eux pour pouvoir se répartir en Algérie. Donc d'où l'intervention, c'était toujours la nuit. C'était pas dans la journée, c'était calme partout, personne ne bougeait. Parce que l'interdiction de se trouver dans les 5 km, même avec les lunettes binoculaires, on arrivait à les voir. Donc ils étaient perdus, ils pouvaient pas approcher. Ils ne traversaient que la nuit, uniquement. Et une fois qu'ils avaient mis les pieds en Algérie, alors là, en 7-8 heures de temps, ils avaient le temps de se répartir dans toutes les directions, quoi. Donc plus difficile à contrôler. Un soir, vers ces 18 heures, un de nommé, comment il s'appelait, Desmet, il était de Dunkerque, avec un accent bien du Nord. Et il vient me voir en me disant, Béji, il faut que tu viennes voir, j'ai un problème, ma radar, il marche pas bien. Ma radar. Ma radar, c'était son accent à lui. Donc je montais au scope dans la salle, croyant que bon, il y a un petit défaut quelque part. Et là, je suis rentré devant un scope qui était complètement chargé de mouvements dans tous les sens, quoi. Et là, j'étais un peu inquiet, il se passe quelque chose. On était sur la frontière tunisienne et il se passait quelque chose. Alors j'ai demandé à ce qu'on appelle notre copain Rogeret de venir au poste et de prendre les cartes en main pour me donner des positions. Et moi, j'étais aux appareils. Et on baladait, donc le scope était fixé sur la frontière tunisienne et le brouilleur à côté de nous
n'arrêtait pas de surcharger les images d'écho qui revenaient avec des bruits invraisemblables. Alors là, en refaisant appel à mes souvenirs d'école, on avait appris qu'effectivement les Queeners nous annonçaient pas mal de choses. En fait, on a pris le point de repère, on était sur un poste frontière tunisien où arrivaient des camions, 4 ou 5 véhicules. On voyait les moteurs fonctionner donc sur le Queener, la cadence était régulière, et autour un tas d'échos qui représentaient les hommes qui étaient dans ces camions-là, une vingtaine en gros une centaine d'hommes. Les camions sont restés sur place, les moteurs fixés, et tous les échos se sont déplacés à côté de l'écran, en gros une centaine de mètres. Ils se sont déplacés de 100 mètres. Et à la carte, ils le voyaient bien sur le tracé, parce que du poste frontière, ils se déplaçaient vers le nord, environ à 1 km du nord. Et il était 19h, un truc comme ça. Et au bout d'un moment, les moteurs sont déplacés. Ils reprenaient une route vers l'intérieur de la Tunisie, les camions. On les a suivis avec le deuxième radar quand il s'est mis à les suivre. Et la troupe s'est déplacée donc à environ 1 km au nord du poste frontière et a commencé à venir en zone interdite. Ils étaient déployés sur la longueur. On avait une largeur environ une centaine de mètres et sur 100 mètres, les échos étaient apparents et ils s'avançaient dans la zone interdite. Alors là, aussitôt, on appelait l'artillerie, qui se sont mis en place, ils sont en condition de tir. On a passé les commandes aux artilleurs, les positions de ces emplacements-là. Et ils ont tiré les obus pratiquement une bonne partie de la nuit. Et le lendemain, c'est pas nous qui sommes allés sur le terrain, nous, notre travail s'était arrêté là. C'était les fantassins qui étaient derrière, qui avaient position à environ 200 mètres de nous, qui sont partis en opération de contrôle, voir ce qui s'était passé, quoi. Et là, ils ont ramené du matériel militaire, les morts, voilà. Et on n'a pratiquement retrouvé personne, qu'une sacoche avec le nombre de gens, ils ont une centaine, 110, je crois, de noms de gens qui étaient dans cette troupe-là. Donc, ce qui s'est passé sur le terrain, on n'en a pas su réellement, parce que des hommes, on ne parlait pas des morts, on ne parlait que du matériel récupéré. Et nous avons trouvé 2 jours après un jeune garçon d'environ 16 ans, mort de faim, qui était un de ces combattants-là, qui était un illettré, pauvre garçon, il avait abandonné, il avait caché son fusil et il revenait vers nous, les bras en l'air. Et le capitaine, donc, qui parlait parfaitement l'arabe, l'a fait nourrir, on l'a gardé 2 jours, mais aucune torture. Chez nous, ça n'existait pas, ça n'existait absolument pas. Donc le capitaine était quelqu'un de très sérieux et honnête. Et au bout d'un moment, quand il a épuré la chose, il l'a donc transmis aux opérations. Ils sont venus le chercher. On a amené ce garçon-là qui avait un jeune gamin, quoi. Et lui avait expliqué qu'ils étaient encadrés avec des anciens militaires de l'armée française, qui étaient des musulmans, bien sûr, qui avaient combattu en Indochine. C'est eux qui menaient la troupe. Ils avaient un fusil pour 2, il y en a qui portaient les balles et l'autre qui portait le fusil. Et quand les gens paniquaient, ils voulaient faire marche arrière, il y avait derrière eux, ces gens-là, les chefs, qui leur tiraient dans le dos. Ils se faisaient descendre par leur propre chef, pour ne pas reculer, quoi. Il fallait absolument qu'ils passent. Voilà les conditions dans lesquelles vivaient ces pauvres gens-là. Parce que c'était malheureusement des combattants innocents. Moi, la torture, je ne connais pas. On n'a jamais eu ça chez nous, ça n'existait pas. Peut-être que c'était dû à notre formation. On n'était pas des combattants directs sur le terrain avec les hommes face à face. On n'avait pas les mêmes rapports avec les combattants musulmans que les autres. On était, je ne sais pas comment t'expliquer ça, on était en dehors un peu de cette masse. Mais chez nous, ça n'est jamais arrivé. Moi, je n'ai jamais eu de contact. Le capitaine avait interdit tout ça, on respectait les gens, mais on était en guerre, c'est tout. On avait une équipe en dehors des photos, j'ai des photos à vous montrer, là, si vous voulez, de la situation de ces Algériens là, retirés volontairement de la zone interdite, et qui se regroupaient, c'était de pauvres gens, on les considérait comme des Français, mais
il n'y avait que le nom qu'ils considéraient. Ils étaient traités comme des, je sais pas, des moins que rien, quoi. Et ça, c'était désolant. Mais nous, notre capitaine, qui était un type honnête et, je pense, sensible, leur faisait profiter des ravitaillements qu'on pouvait avoir à ces populations-là. Oui, on avait en artillerie, sur les hauteurs de la partie tunisienne, de la frontière, il y avait un arbre en boule, on l'appelait l'arbre en boule. Pour les artilleurs, c'est important, les Tunisiens n'ont jamais compris, enfin, personne ne s'est jamais inquiété de savoir si cet arbre-là pouvait servir à l'artillerie. En fait, c'était le point fixe qui permettait aux artilleurs de s'orienter et d'orienter leurs canons. À partir de ce point fixe, ils créaient tous les angles nécessaires au tir à partir de là. C'est ça, s'ils avaient coupé l'arbre, il n'y avait plus de point fixe, il fallait en créer un. Alors c'est une affaire de piquet que mettaient en route les artilleurs pour faire ça. C'est à l'ancienne, quoi. Mais avec nos radars, il est évident que le travail de l'artillerie était complètement changé parce qu'on leur apportait des informations précises et c'était à eux de définir hauteur, distance et pour les tirs de l'artillerie. Vraiment les premiers résultats où on a donné au radar l'avantage sur l'artillerie, quoi. Si les artilleurs sont arrivés à ça, c'est parce que les radars étaient là. Et les radars ont prouvé ce jour-là que c'était possible de se servir des radars pour l'artillerie moderne. Depuis, ça a beaucoup évolué, hein, parce qu'aujourd'hui c'est indispensable, mais à l'époque ça n'était pas. On n'y croyait qu'à moitié, quoi. Et là, vraiment, ils ont eu la preuve que le fait d'avoir travaillé sérieusement sur le projet, on avait des résultats très significatifs, quoi. Alors la suite de quoi, le 14 juillet, je crois aussi la fête du 14 juillet à Biret-d'Ater, on avait vu aller marcher au pas dans le désert. Et là, il y a eu des distributions de médailles, comme tout le monde. Enfin, ouais. J'étais appelé avec Rogeret. On a eu tous les deux la médaille de la valeur militaire avec l'étoile de bronze du régiment pour fait accompli, quoi. C'était les seuls, d'ailleurs, de notre compagnie à avoir eu ce genre de décoration. Les autres qui avaient aussi concouru, enfin pour d'autres raisons, une permission à la plage pendant une huitaine de jours, ils sont allés se dorer la pilule du côté de Beaune. Et nous, on n'a pas eu cet avantage-là parce qu'on avait des médailles. La différence, c'est que on aurait certainement préféré autre chose. Mais bon, c'était comme ça. Il y a eu le problème, à cette époque-là, ce qui nous angoissait surtout, c'était la peur. On avait tous peur de quelque chose, parce qu'on avait peur de ne pas y arriver, on avait peur de ne pas en revenir. Les accidents, le cas d'un petit Alsacien, qui s'appelait Zorzer, qui avait quitté avec nous Chalon-sur-Marne, et dans le camion qui nous descendait, il était assis à côté de moi, et il avait les larmes qui coulaient des yeux, et je lui demandais pourquoi il pleurait, quoi. Et il m'a dit, je suis père de famille, et je viens de voir ma femme et mon petit sur le bord de la route, et vraisemblablement, je ne les verrai pas. Oh, écoute, sois pas pessimiste à ce point, c'est pas la peine, console-toi, ça va, on a 20 ans, on n'est pas perdu, on n'est pas non plus en première ligne et tout ça. Mais ce gars-là a été choqué de quitter sa famille, il ne s'attendait pas. Il s'est retrouvé en Algérie, il était radariste aussi. Il a fait le grade de brigadier, donc il était radariste. Et dans le camp où nous étions, donc on était isolés, complètement isolés du public, hein, dans les montagnes. Le capitaine de corps le voyait toujours un peu désorienté. Il avait demandé à ce qu'il aille passer un week-end de permission à Tébessa, pour lui changer un peu les idées. Alors on avait des convois qui passaient tous les matins et qui montaient de Biret-d'Ater à Tébessa, organisés avec des convois militaires, hein, armés et autres. Il emmenait les gens avec eux, il les ramenait le soir, enfin, montait et descendait. Et ce garçon-là est parti donc passer soi-disant le week-end à Tébessa, mais à Tébessa il n'était pas mieux qu'ailleurs, il savait plus où aller, il était perdu. Et le soir, au lieu de rester sur place, il a repris le convoi, il est revenu au camp. Donc il est descendu du camp et le capitaine l'a vu, il dit mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Il devait être en permission, un peu en colère de voir que ça n'avait pas marché. Il a dit bon
vous le punissez, vous le mettez de garde ce soir. Et il était chef de poste. Et dans la nuit, il y a eu une attaque. Et il est allé donc au poste, en tant que chef de poste, il est allé au mitrailleur. Et voyant que la personne qui tirait au mitraillage ne s'en sortait pas bien, il a pris la position. Il a tiré à sa place. Et lui s'est pris une balle en pleine tête. Et il est mort sur place. Donc ce garçon-là, qui n'avait pas voulu prendre de permission, s'est fait tuer pour ces raisons-là. Il était persuadé que le jour où il mettait les pieds en Algérie, il ne verrait pas son enfant. Et il avait 20 ans. C'est, bon, dramatique, parce que mourir à 20 ans dans les Aurès, il y a autre chose à faire, quoi. Une anecdote qui m'est arrivée une fois, par hasard, ça m'est arrivé comme ça, quand on était à Bir el-Ater, donc au radar en Algérie. Un matin, il y avait le vaguemestre qui allait prendre du courrier à Tébessa régulièrement, qui était malade. Il ne pouvait pas y aller, donc un chauffeur de 4x4, moi je l'ai remplacé. On m'a dit, tiens, tu veux le prendre, chercher le courrier à Tébessa, tu reviens. Et en quittant dans l'endroit où on était, à Bir el-Ater, pas Bir el-Ater, à Berzbekia, une vingtaine de kilomètres à peu près, parce qu'on avait 60-70 kilomètres pour aller à Tébessa. On passait par un rocher, une montagne, avec des routes un peu tortueuses. Et on arrive donc dans ces montagnes-là, en montant. Tout d'un coup, il se passe un truc. On entend des balles qui tapaient de partout. Ce type-là, il a la présence d'esprit. Il dit, oh là là, on est attaqué. Il a fait un mouvement dans un plein virage. Il a fait un mouvement, le véhicule, il a arrêté, marche arrière, marche avant, marche arrière, marche avant, et on s'est retrouvé dans la direction où on venait. Ça plombait de tous les côtés, ça tirait de partout. La présence d'esprit de ce garçon-là m'a sauvé la vie. Quand on est sorti de là, à l'arrivée, quand on a consulté le véhicule, moi j'avais une balle qui entre les deux jambes, là, dans le siège. Il était décontracté au possible. Comme si rien n'était, quoi. Et voilà, il a freiné, il fait ce manœuvre, marche avant, marche arrière, marche avant, sans un mouvement brusque, hein. Tout s'est passé normalement, et on est reparti dans le sens où on était. Donc, il ne s'est rien passé, parce qu'on a déclenché une opération, ils sont allés voir, puis il n'y avait personne. Bon, c'était un type, à savoir qui était à bord, avec une arme ou deux, j'en sais rien, qui nous ont tiré dessus, mais qui a tout loupé, c'est marché, c'est passé avec les armes, parce que... Et là, par hasard, donc, au travers du camion, le pare-brise, le balle entre les deux jambes. Il y avait des balles partout, nous on n'a rien eu, ni l'un ni l'autre. Voilà, ça m'est arrivé une fois, je n'ai jamais recommencé comme vaguemestre, hein, c'est pas mon rôle, j'y vais pas, c'est fini, mais c'est arrivé une seule fois, et c'est ce jour-là que j'étais dans le coup, là. Quand on est arrivé à Beaune, on est rentré dans un, je ne sais plus comment ça s'appelait, un centre militaire de transition. Et là, personne ne nous reconnaissait. On ne savait pas qui on était, on ne savait pas d'où on venait, on ne savait pas où on allait, soi-disant. Et pendant quelques jours, on était à la charge de gens de ce centre-là qui nous nourrissait, mais à peine, quoi. Et il fallait absolument rendre des services pour pouvoir avoir le minimum nécessaire. Et donc un jour, le lieutenant me demande, Brigitte, est-ce que tu veux bien monter sur un convoi pour amener un chargement du côté de Mondovi. Mondovi, c'est à l'est, sur la frontière tunisienne, de l'est de Beaune, sur la frontière tunisienne. Et donc, bien sûr, pour rendre service, mon chef de convoi, je suis parti, avec plusieurs véhicules, 5 ou 6, je ne sais plus, avec une distance importante, minimum 100 mètres entre les véhicules. Et là, une puce, mais c'est vrai, il y a un problème, quoi. Pourquoi une telle distance, quoi? Ça paraissait un peu invraisemblable. Le camion était bâché, il y avait 2 hommes par camion, et puis on descendait donc. Et en fouillant dans les documents, c'était des munitions, en fait des munitions personnelles qui étaient destinées à être mises dans le réseau électrifié de la ligne Maurice. Ils répartissaient ces mines encriées, qui étaient des petites mines de rien du tout,
partout, parce que quand les gens y passaient, ça ne tuait pas les personnes, mais ça leur enlevait un pied ou une main, et voilà. C'était dangereux, mais c'était comme ça. Et on en avait 2 camions qui suivaient derrière. Et en arrivant donc à Mandovie, au dépôt de munitions, il y avait là un garçon qui était maréchal des logis, gardien du dépôt, avec 2 hommes, et qui nous ont ouvert les barrières en disant rentrez les gars, on va vous décharger ça tout de suite, et puis vous repartez aussitôt, mais vous inquiétez pas, de toute manière pour nous ça c'est du petit, la petite marchandise. On est le soir, nous sommes que 3, chef chez moi, les 2 autres aussi, on s'enferme à l'intérieur et on les laisse faire. Et dans la nuit, les félagas viennent, prennent les munitions qui les concernent et disparaissent. Et nous, on ne bouge pas et eux ne bougent pas non plus. Ils nous foutent la paix, on leur fout la paix. Qu'est-ce que je fasse? Il dit, moi, avec un bonhomme et deux on nous dit, étant 3, qu'est-ce qu'on pouvait faire tous les 3? Gardien d'un dépôt de munitions. On n'avait pas le choix. Il dit, je suis à 3 mois de la quille, dans 3 mois je suis parti, hein. Alors ça va bien, j'arrête quoi. Il était dépité. Il dit, je ne sais pas ce que je fais ici, mais voilà. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque. Hein. On leur fout la paix et ils nous foutent la paix. Le reste, c'est les munitions qui les intéressent. Moi, j'ai beau faire des rapports, personne ne tient compte de ce que je dis, donc je laisse faire, je ne peux rien faire d'autre. On est rentré le soir, j'ai eu que à mon officier, il dit, écoutez, ne recommencez pas à m'envoyer un truc comme ça. Il dit, franchement, ça, c'est désolant, quoi. Et il était un peu aussi outré de la situation. Mais ça, c'était le début de la période sérieuse de la guerre d'Algérie, on est en 57-58. Là, ça flambait dur et personne n'en compte de s'intéresser. En fait, on avait un gouvernement à l'époque qui, je ne sais pas dans quel sens ça marchait. Dans la journée, les 120 bonhommes de notre... Enfin, on n'était pas 120, on était une soixantaine à peu près. Pour ne pas laisser les gens dans l'oisiveté totale, le capitaine avait décidé que dans la journée, il fallait faire des corvées. Donc un véhicule était chargé de descendre jusqu'à l'Oued, au fond de la petite vallée, remplir le camion de cailloux, de remonter le camion. Et quand le camion était en haut, de décharger le camion, et le lendemain, de recharger le camion pour redescendre dans l'Oued. Ça allait occuper les hommes. Et un jour, donc, de corvée, moi aussi j'avais en charge de descendre un camion, et en passant, il y avait une école de tir à côté, où on apprenait à des fantassins à se défendre contre les chars. Il n'y a pas de chars en Algérie, mais il fallait bien nous occuper des hommes. Apprendre à tirer donc au bazooka. Et je connaissais l'instructeur qui était là, qui m'a dit, non, mais tu veux essayer, voir? Si tu veux. Donc je prends le bazooka, je ne connaissais pas cette arme, je ne l'avais jamais vue. Et il y avait un bidon de 200 litres, environ à une centaine de mètres de là. Et je lui dis, je t'écoute, qu'est-ce que je dois faire? Elle me dit, tu positionnes ta ligne de mire environ 1 mètre au-dessus du fût, et tu tires. Alors, c'est pas du tout une arme automatique, hein, c'est un truc électrique, ça marche avec de l'électricité, une batterie qui mettait en feu l'objectif qui partait tout droit. Et moi, donc, je me suis positionné, ayant quand même à peu près l'habitude des mesures, 1 mètre au-dessus, c'était facile à faire, et effectivement, j'ai tiré, et le seul qui a percuté le bidon, c'était mon obus à moi. D'où ce jour-là, j'étais considéré comme tireur d'élite au bazooka, en cas de char ennemi. Peu probable. Sur le plan sanitaire, on avait aussi un autre problème, c'était marrant. On avait... l'armée nous devait, dans le manuel militaire, une douche par mois, que nous devait l'armée française. Et on avait une tonne d'eau. Donc notre petit régiment, notre petit groupement, avait le droit à une citerne, une petite citerne montée sur une remorque, qui contenait à peu près 1 mètre cube d'eau. On avait ça 2 fois par jour. C'est qu'en fait, on avait le droit à 5 litres d'eau par jour et par bonhomme. 5 litres d'eau qui consistait à faire la toilette, à boire et à s'entretenir, à laver son linge.
5 litres d'eau, c'est pas grand-chose, hein. Parce qu'il fait chaud là-bas, 40 degrés minimum, c'était la température moyenne du secteur. Et quand il s'agissait de travailler, de nettoyer nos vêtements, à part les sous-vêtements qu'on mettait à tremper vraiment dans une boîte de conserve, et on lavait notre linge comme ça, les vêtements de travail, dans des treillis, on n'avait pas les moyens d'avoir de l'eau, on avait largement de l'essence, et ça, on trempait dans 200 litres d'eau, les treillis, qui se décrassaient tout seuls, et après on les mettait dans l'oued en bas pour enlever le trop-plein de fioul qui pouvait rester dans les vêtements. Parce que directement sur la peau, ça irrite énormément la peau. Donc il fallait qu'on les lave d'une autre manière. Quand on les trempait dans l'eau froide, mais dans l'oued, pas chez nous. Donc voilà comment on gaspillait notre essence à laver les vêtements militaires. Cachet de sel, c'est obligatoire, parce que on consommait énormément de sueur. Et pour garder la sueur, pour être suffisamment, comment dire, irrigué, le corps humain a besoin de transpirer. Mais pour empêcher cette transpiration-là, on avalait tous les jours des cachets de sel. Alors évidemment, les vêtements étaient tachés de blanc sous les aisselles, les slips pareil, il y avait ce genre de dépôt-là qui était désagréable. Bon, c'était l'attitude de là-bas, hein, c'était normal. Et on avait aussi, on prenait également des cachets de Nivaquine, je crois, qui étaient anti-palu, anti-fièvre, et ça on les prenait une fois par semaine. C'était courant dans la vie courante. Comment dire, on avait dans nos radars, on les dépannait nous-mêmes, nos radars. C'est-à-dire qu'on avait des pièces détachées, mais des tiroirs, pas des pièces, des tiroirs numérotés. Donc, quand il y avait une panne radar, on cherchait de quel tiroir ça pouvait fonctionner. Donc on enlevait un tiroir, en fonction des résultats qu'on avait sur les écrans, on savait quel tiroir ne fonctionnait pas. Donc on enlevait le tiroir et on mettait le même tiroir numéroté à la place. Bon, à partir de là, il fallait dépanner la pièce manquante, quoi. Et on l'envoyait à Birédater, où il y avait des dépanneurs, des gens qualifiés pour faire ce travail-là. Donc l'hélicoptère nous servait à monter, à descendre entre Birédater et notre camp, quoi. Mais les hélicoptères, on n'a pas fait beaucoup, l'hélicoptère. Moi, je sais pas, j'ai fait 3-4 fois dans l'hélicoptère, c'est tout. À l'époque, on avait des T6. Les T6, c'est des petits avions de chasse qui passaient au-dessus de notre camp et qui suivaient la nationale qui descendait de Tébessa vers Birédater. Et les pilotes faisaient des rondes par là pour voir comment ça se passait. Et de temps en temps, il y en a qui atterrissaient sur la piste, sur la route, parce que c'était tout plat comme une piste, quoi. Et ils venaient pour un coup chez nous. Ils mettaient son appareil à côté, sur le bord de la route, et ils traversaient la route, et puis ils venaient pour un coup chez nous, ils repartaient. Et comme moi je m'occupais en plus du foyer, j'avais la responsabilité du foyer, je faisais des achats pour tel, j'avais des réserves de boissons, c'était ma commission. Quand une fois par semaine je commandais à Tébessa, au marchand de bière, et la quantité de bière nécessaire, j'avais une commission. Et la commission, c'était des bouteilles de bière en plus. Et j'avais le droit, je crois, je ne sais plus combien, deux packs de 12 ou 24 bières par semaine pour ma pauvre réserve. Donc, je buvais pas, un peu boire en quantité, hein, mais je ne buvais pas. Je les mettais de côté parce que je revais une par-ci, par-là, mais sans plus, quoi. Et tout le monde me tapait dans ma bière. Et ce pilote-là, quand il descendait, il les prenait un coup avec nous. Et il tapait dans ma réserve de bière. Et il nous parlait, il dit, tiens, demain je pars à Lorient. Quoi ? Ouais, j'ai un truc à prendre à Lorient, donc il faut que je parte. Et avec pas mon T6, mais avec un autre appareil. Et il revenait avec un appareil de là-bas. Tu vas à Lorient ? Combien de jours ? Il explique 2-3 jours. Quoi. Oh. Il dit, mais on peut accéder à Lorient, à la base militaire. Enfin, c'est l'aéroport actuel de Lorient qui est en fait un aéroport militaire. Il dit, mais non, machin, c'est pas possible. Et on est au moment de Noël. Il dit, tu vas là-bas, comment ? Et tu peux me ramener quelque chose ? Je dis, oui, si tu veux. C'est pas compliqué, je prends un appareil, quoi. Qu'est-ce que tu veux ? Il dit, je sais pas encore. Il dit, mais quelque chose sûrement. Et je demande aux radios si on pouvait me brancher directement au téléphone, c'est mon père. Oh, il dit, c'est compliqué, mais je vais le faire quand même. T'es un copain, on va le faire. Donc, je ne sais pas comment il s'y est pris. Il a appelé sur Quimper,
Et il m'a mis en relation et j'ai eu ma mère au téléphone. Histoire de fou, hein. T'es en Algérie, et au travers de cette communication, Théo, je sais pas comment il s'appelait, télégramme officiel, un truc comme ça, appelé ma mère au téléphone. Et j'ai dit à ma mère, j'ai dit, écoute, c'est Noël, tu dis à papa d'aller me prendre une bourriche d'huîtres, et tu dis à papa de l'amener à Lorient, avec un numéro, un tel, le nom de la personne qui doit être là-bas, tel jour. Bon, d'accord. Ma mère dit d'accord, mais je te mettrai autre chose avec. Elle m'a vu une andouille avec. Ils avaient ça sous la main, il m'a vu une andouille de... Et mon père est arrivé en vitesse à l'aéroport, il a donné une bourriche qu'il avait pris chez le marchand d'huîtres. Et le gars, donc, il a mis son appareil, avec l'andouille, et puis il est arrivé à Beaune, il a pris son petit avion T6, il a atterri chez moi, et il m'a amené la bourriche d'huîtres. Donc tu vois, en 24 heures, le type, il a fait le trajet. C'est arrivé, c'était pour le soir de Noël. C'était peut-être le soir de Noël, mais à mon avis, c'était un peu avant. Et on a mangé une bourriche d'huîtres, de 100 d'huîtres. À l'époque, c'était 100 des plates, hein, les huîtres de Belon, qui étaient des belons. Et l'andouille, on a mangé l'andouille également, quoi, le soir de Noël, ou avant-veille, je sais plus comment, avec lui. Parce qu'il nous avait ramené une bourriche d'huîtres qui venait de là-bas, tout simplement. Bon, c'est un truc, un hasard complet, parce que ça aurait jamais dû se produire. Mais bon, c'était un fait, c'est arrivé. En Algérie, j'ai trouvé par contre, c'était en Algérie, ça, une escargotière, qu'en marchant comme ça dans la campagne, dans la nature, il n'y a pas d'arbres, il n'y avait rien. À un moment donné, on est tombé sur un fossé avec une escargotière. L'escargotière, c'est un amalgame de coquilles d'escargot, qui devait faire 1,50 m de large, 6 mètres de long et 1 mètre ou 2 de hauteur. Donc, ça voulait dire qu'en Algérie, il y a beaucoup d'escargots qu'à une époque, il y avait une vie importante dans ces régions-là. Il y avait beaucoup d'escargots, les gens les mangeaient et jetaient les coquilles toujours au même endroit. Elles se sont toutes amalgamées, elles sont restées comme ça, fixées. Et après, on a retrouvé, c'est des mètres cubes, hein, de coquilles d'escargots. Elles étaient toutes serrées les unes aux autres. Il y avait ça, et après j'avais trouvé, moi, en marchant par terre, des outils préhistoriques. Des poignards, des couteaux, de silex. J'en avais trouvé presque un petit sac. Et ils m'ont été fauchés un peu avant que je parte. Il y a quelqu'un qui a mis la main là-dessus, il s'est barboté le sac d'outils préhistoriques dans cette zone-là. On n'a pas été souvent, je pratiquement été jamais en contact avec la population locale parce qu'on était toujours en opération et dans des zones perdues, quoi. Par contre, quand on est arrivé à Beaune, on avait un de nos gars dont la mère était directrice de lycée à Beaune. Et comme on était copains rapidement, il s'appelait Henri Théola. Nous a invités à Beaune, chez sa mère, manger un jour. Un après-midi, on est parti là-bas. 5 ou 6 d'ailleurs. Et on a passé un après-midi avec des gens comme chez nous, quoi, en Europe, quoi, sans aucun problème. Hein. Ils ont été très, très affables, très bons avec nous. Parce que son fils leur avait amené des gens convenables, c'est tout. On a passé de très bons moments. Par contre, la population européenne, ou française même, qui vivait en Algérie, n'avait pas de contact avec les militaires. Les militaires, ils étaient vraiment rejetés de partout. Je me souviens, il y avait un cours qui s'appelait Bertania à Beaune, c'était le cours principal de la ville de Beaune, et un nom de propriétaire terrien qui s'appelait Bertania, qui avait donc autorité sur l'armée en faisant garder son territoire de production vinicole par les militaires. Moi, j'y suis passé une journée, mais pas plus, parce qu'on avait des services à rendre, il fallait absolument qu'on mange, et on avait été donc une journée passée avec eux dans les vignobles. Et ce bonhomme, c'était un vieux bonhomme, en gros, comme une barrique, il y avait une grosse voiture américaine qui arrivait, puis il faisait un soldat, viens, il ouvrait la malle arrière, et il sortait 2 bonbonnes de vin locaux pour donner aux gens de la troupe, quoi.
parce que pour les remercier, si tu veux, du service qu'ils leur rendaient, mais ils le faisaient régulièrement. Ils leur amenaient des bons vins à boire. Donc j'ai bu un peu de vin avec eux, mais il n'y avait pas de relation directe avec les colons ou les habitants. Parce que l'Algérie n'était pas faite que de colons, hein. Il y avait aussi de petites gens, beaucoup plus que de colons. De colons, ils étaient peu nombreux, ils étaient grands propriétaires terriens, mais ils n'étaient pas des gens du peuple. Et à côté de ça, tu avais des chemins de fer algériens qui utilisaient des cheminots, qui étaient des Français, qui vivaient là-bas en famille. Il y avait des petits commerçants et des petites boutiques. Mais nous, les militaires, on n'avait pas de contact avec la société. Très, très peu. Bon, moi, j'ai fait 27 mois là-bas, hein. En général, les gens, c'était minimum, c'est presque le minimum ça, de 27 à 29 mois militaires. Alors on était obligatoire, c'était 18 mois. Et le reste, c'était en complément, quoi. Il fallait rester prolongé. Je t'avoue qu'honnêtement, au bout d'un moment, on était tous fatigués d'être là-bas. On espérait qu'une chose, c'était de rentrer, quoi. Mais un jour, on savait que ça n'allait pas tarder. Et un peu plus tôt que prévu, d'ailleurs. Moi, je pensais qu'on aurait fait 28 mois, mais non. Un peu, début décembre 58, ben on était libérable. Donc, à partir de là, on a préparé un pactage. On a passé les ordres à ceux qui étaient derrière nous, le commandement de diverses choses, quoi. Et puis, un jour, on nous a dit, bon, vous déposez les armes et vous rentrez par le train. Ah, bon, pas question. Moi, je dépose pas mon arme tant que je suis pas sur le bateau. On a 500 km à faire en train ou en véhicule convoi, il n'est pas question de déposer les armes. Mon arme, vous l'aurez quand je serai au pied du bateau. Le premier qui... Donc, ils nous ont laissé les armes, parce qu'on montait en train, ça faisait allumer à chaque instant. On dit non, pas question de ça. Et on est arrivé à Beaune, c'était l'Athos 2, je crois, le bateau qui nous ramenait, l'ancien pasteur qui faisait l'Afrique du Nord, l'Indochine. Alors là, c'est un monument de bateau transformé pour la troupe. Il y avait un mât et de chaque côté une croix, hein, sur laquelle était suspendu, donc 2 croix comme ça. Et puis il y avait des hamacs suspendus, 3 étages, 1, 2, 3, remplis de bateaux de ça. Ils portaient, je sais pas, 2000 personnes à bord, je crois. Des militaires qui rentraient, quoi. Bon, le voyage a été plutôt normal, quoi. Mais un peu, comment dire, mis les pieds sur le bateau et quand on est parti, on a eu une espèce de souffle qui durait depuis longtemps, quoi. T'avais à Marseille, et là c'est que quand on est revenu, c'était l'incompréhension des gens qui nous a surpris. Les gens pensaient qu'en Algérie, on bricolait, quoi. On faisait des conneries, rien de bon, quoi. Et les gens se moquaient un peu de nous, oh, vous les Algériens. Ça nous a tous déboussolés. Et pendant longtemps, on en a pu reparler parce que bon, ils ne comprenaient pas ce qui se passait là-bas. Et le drame, c'est qu'il y avait 10 morts par jour parmi les militaires. Et ça a duré 8 ans. Et ça faisait 30 000 morts à l'arrivée. Alors il y en a qui sont morts dans des accidents, mais il y en a aussi beaucoup qui sont morts au combat, quoi. Ça, on n'en a pas parlé pendant longtemps. Et le pire, c'est qu'il y avait des bateaux qui, une fois par mois, qui ramenaient les 30 000 en France. Alors là, ils n'arrivaient pas à Marseille, ceux-là. Ils arrivaient à Port-Vendre. Ils arrivaient le soir très tard pour ne pas mettre le trouble dans la population. Ils déchargeaient des cercueils qui étaient livrés dans les familles à 5 heures du matin. Donc quand il y avait un mort, on l'amenait chez lui, mais on ne l'amenait pas en pleine journée, hein. Ils amenaient, la famille était effondrée, recevoir un cercueil à 5 heures du matin, tu vois un peu le drame, quoi. Et j'ai encore une photo, je ne sais pas où elle a passé, je ne la retrouve plus, où il y a sur le bateau, on mettait les cercueils sur le pont du bateau, tellement la cale était pleine. Donc ils ont traversé la Méditerranée avec les cercueils sur le pont, ceux qui étaient dans les soutes, et le trop-plein, on l'a mis par-dessus. Parce que ça représente, ça veut dire 10 morts par jour, un bateau par mois. Hein, et 300 cercueils déjà, à livrer en France. Tu vois un peu l'ambiance des familles dans lesquelles ça s'est passé, c'était des tristesses. Moi j'ai des copains qui sont morts là-bas, je n'ai pas vu mourir, mais
que je connaissais, qui sont restés, quoi. Et dans notre Finistère, en Bretagne, c'est un des territoires, le Finistère, qui a perdu le plus, je crois que c'est 457 morts, qui sont inscrites sur le monument aux morts de Plébain, aux combattants. Je crois que c'est 457, il me semble que c'est un truc comme ça, par rapport au reste de la société. Donc tu vois, il y a 100, ça aurait dû faire 47 000 si j'avais 100 départements. Là, c'est 30 000, donc le Finistère a payé beaucoup plus que les autres, ces trucs-là. Bon, parce que c'est le Finistère, c'est pas ce que je veux dire, mais bon, c'est 450 familles qui ont été attaquées et durement, quoi. Ben, le retour, il a été assez simple. On est arrivé à Paris en groupe, hein. Rogeret, qui est un de nos copains, il est descendu du train, du bateau. Il a pris le train, on l'a jamais revu. Il n'a même pas dit au revoir à personne. Il est monté sur son bateau. On l'a jamais revu. Jamais eu plus de nouvelles de ce type-là. Il était havrais, c'est un gars du Havre, parce qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu. Mais personne n'a jamais eu de contact avec lui. Il faisait partie de notre groupe, et du jour au lendemain, quand il a mis les pieds à terre, il a disparu complètement. Nous, on est arrivés à Paris, on avait un peu d'argent. On a décidé de passer un bon moment ensemble à Paris. On a fait un match de football, aller voir des trucs comme ça. Après, on a pris le train, chacun de son côté. Et moi, j'avais un copain qui venait avec moi, donc Georges et Pierre de Hennebont. En arrivant à Hennebont, il me dit « René, t'as pas un franc à me passer pour prendre le car pour rentrer chez moi ?» Il n'avait plus un flash, il n'avait plus un centime. Donc j'ai donné un franc, il a charge de revanche. Il dit « D'accord ». Et voilà, ça s'est arrêté là. Marcel Olivier est rentré chez lui, il est parti aux États-Unis. Pierrot Georget est devenu artisan couvreur. Chenot, à Lille, il était commercial, il est décédé. Enfin bref, tout ça s'est éparpillé dans la nature. On n'a plus rien vu, quoi. Le seul avec qui j'ai des contacts, c'est Marcel, de temps en temps. Hein. Oh, ben l'arrivée à Quimper, elle était assez triste. Hein. Le soir de notre arrivée à Quimper, vers 2 jours avant Noël, quoi. Et là, moi, je suis arrivé dans la maison de mes parents, qui avaient habité là depuis 2 ans. La maison que j'avais en partie faite avec un ouvrier de maçon. Hein. Et quand je suis arrivé, bon, ma chambre était prête, bien sûr. Il y avait le chauffage central, il y avait tout ça. Je ne connaissais pas le chauffage central. Le chauffage central, à l'époque, c'était nul, quoi. On dormait. Et quand je suis arrivé dans ma chambre, j'ai suffoqué de température, ça n'allait pas, j'étais habitué au grand air. Et j'étais habillé en militaire, parce qu'on n'avait pas le droit de se vêtir autrement que militaire. Hein. Il fallait les garder encore 15 jours chez soi avant de les rendre. Donc je l'ai habillé en militaire, et en arrivant, donc j'ai pas pu dormir dans mon lit. C'était trop souple, il faisait trop chaud. J'y arrivais pas, j'ai ouvert la fenêtre en grand, j'ai pris ma couverture et ma capote, je me suis enroulé et j'ai dormi sur le plancher par terre. Évidemment, j'ai dormi, hein. J'ai dormi. Et le matin, même en ne voyant pas se me lever, elle est venue dans la chambre et elle s'est mise à pleurer. Oui, son fils dormir par terre. Dormir. Elle ne comprenait pas, quoi. J'ai pris du temps pour lui expliquer que je n'étais pas habitué à dormir dans un lit, je n'étais pas habitué à dormir avec du chauffage central. La salle de bain, je ne la connaissais pas. J'ai eu une salle d'eau chez mes parents, je ne sais pas ce que c'était. On est toujours dans des cuvettes d'eau, dans des robinets, et c'est tout. On ne connaissait pas autre chose. Quand on était petit, on avait des lessiveuses qui nous lavaient là-dedans, mais on n'avait pas de salle d'eau. Hein. Donc je n'ai connu ça qu'après, quoi. Et grosse déception en arrivant quand même, parce que les gens ne situaient pas, ne comprenaient pas ce qui pouvait se passer en Algérie. Et au lieu de parler, ben on s'est tous tus, on ne sait quoi après tout. C'est passé, on est revenu, c'est le principal. On a oublié, on s'est mis à travailler, à oublier le reste, quoi. Mais je ne sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs. Il était de Saint-Lô, dans Normandie. Bon, ça c'est un garçon, mais c'est le seul qui a rempilé en fait. Il nous avait demandé à la fin de notre service si on voulait rester dans l'armée, parce que vu l'instruction qu'il nous avait donnée, il fallait quand même qu'il puisse tirer avantage de l'opération. Et puis tout le monde est parti, sauf lui. Et je l'ai rencontré par hasard, parce que je prenais l'avion Quimper-Paris et Paris-Milan. J'allais à Milan, je travaillais là-bas. Et dans le hall, j'entends appeler « Allez !» Je me suis retourné, il m'appelle René, je
Je me retrouve et j'ai vu un civil, rouquin, grand. T'as le temps de boire un café? On dit, on avait une bonne heure devant toi, bien sûr. Il m'a expliqué son cas, ce qui lui était arrivé. Il était patron des radars. Donc il commandait les opérateurs, les aiguilleurs du ciel, tout bêtement. Il avait la formation pour, hein. Il a commencé comme ça, mais en fait, il ne l'avait jamais fait. Mais de fil en aiguille, là, il s'est retrouvé à hauteur phénoménale. Voilà, et après, plus tard, s'est formée l'organisation militaire, là, dont je fais partie, là, la FNACA, qui elle a commencé à resserrer les liens entre tout ça, mais bon, aujourd'hui, ce sont les anciens combattants, quoi. On est des anciens combattants. On a une prime pour avoir été en Algérie de combien? Ça doit être 600 €, 700 € par an, en 2 fois, qui est hors des revenus, dont on ne paye pas d'impôt là-dessus, tant que l'on est vivant. Mais c'est pas transmissible à personne, donc c'est que la personne même, quoi. Et le jour où elle disparaît, tout part avec. Donc on a droit à 300 et quelques euros par semestre, 2 fois par an, versé début janvier, et l'autre à un moment des mois de juillet, par là. Voilà ce qui nous reste de toute cette période-là qui était difficile. Mais je ne sais pas si j'avais fait un service militaire en France à cette époque, j'aurais eu les mêmes souvenirs, je crois pas. Parce que on était solidaires les uns des autres, on dépendait des uns des autres, on avait besoin des uns des autres. Donc il s'est créé une espèce de relation toute particulière qu'on n'aurait pas avec d'autres personnes. Je vois bien d'ailleurs, avec Marcel et moi, si tu veux, on a un truc, quoi. On ne sait pas quoi, mais on a un truc. Et Georges, pareil, ceux qui étaient avec nous, quoi. Après, les communs des mortels qui vont, je ne les connais pas. Mais eux, nous, on a quelque chose entre nous, qui restera jusqu'à la fin du jour, hein. Et puis après, ça s'arrêtera là, quoi. Quand on est parti en Algérie, on était des cons, des jeunes cons. Mais pas que nous. L'ensemble de la société a été traité, mis à l'écart. On n'a pas dit la vérité aux gens. Tu vois, je me rappelle cet officier là, on est arrivé au Maroc, commandant de la place, qui posait des questions et on ne lui répondait pas. On le laissait se démerder. Il avait à massacrer ou pas massacrer des gens devant lui. Il ne l'a pas fait, il a eu raison. Parce qu'en définitive, ça se retournait contre lui, quoi. Tout ça pour une histoire d'intérêt de bas niveau. Mais enfin, bon, à l'époque, on avait 20 ans. Et à 20 ans, tout passe. On avale tout. Après, avec l'âge... Et je suis un peu triste aujourd'hui de voir ce qui se passe.
Mais bon.